Voilà la dernière partie de notre rencontre. Donc, on est un peu triste parce que c'est bientôt fini, hein, mais on est content en même temps parce qu'on va écouter Solange Rigaud, donc, qui est une collègue, j'allais dire, j'ai une collègue que j'aime beaucoup, mais on n'a pas le droit de dire des trucs comme ça aujourd'hui parce que ça peut vous amener devant les tribunaux ou je ne sais où. Donc, dans les sites paléolithiques, heureusement, on ne trouve pas que des silex et que des os. On trouve aussi des objets qui sont peut-être encore plus importants que la culture matérielle habituelle, qui sont les objets de parure, évidemment, qui ont une valeur symbolique et culturelle, probablement beaucoup plus importante. Et donc, Solange est une spécialiste de leur étude et va nous entretenir de ce sujet. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci Jean-Jacques pour cette invitation. Alors, il faut savoir que mon tout premier chantier de fouilles, il y a 20 ans, je l'ai fait avec Jean-Jacques et Marie Saurécy. Donc voilà, c'est presque une réunion de famille aujourd'hui. Alors, je vais donc vous parler un peu de la longue histoire évolutive des objets de parure qui va nous ramener bien évidemment au cœur du sujet avec notre histoire eurasienne. Mais donc, cette réflexion, elle s'intègre dans une grande question qui est celle qui se repose sur ce constat que voilà, les cultures humaines reposent sur notre capacité à faire de l'innovation collective. Et ça, quand on parle des dispersions d'Homo sapiens, qui a eu le succès évolutif que vous connaissez, avec notre capacité à s'être dispersés dans tous les environnements de la planète, quelles que soient les latitudes et les altitudes, ça nécessite d'inventer et de consolider ces inventions en étant capable de les transmettre et de les consolider au cours du temps pour que ça devienne des réelles innovations. Donc ça nécessite de savoir partager des informations, les résultats des inventions. Donc ça nécessite un certain degré de connectivité, mais aussi la volonté de coopérer pour partager ces inventions et les transmettre. Et la volonté de coopérer, ça nécessite de se connecter, mais aussi de savoir percevoir les autres et de savoir socialement interagir avec les autres et de créer des relations de confiance qui incitent à cette volonté de partager de l'information. Et pour faire cela, il existe des médias matériels qui permettent de renforcer les connexions, les interactions, la reconnaissance des autres et la volonté de se signaler aux autres. Et ça, c'est la fonction des objets de parure dans les sociétés. Alors, les objets de parure dans les sociétés traditionnelles, même actuelles, servent toujours à transmettre une multiplicité de messages symboliques que vous êtes capable de décoder si vous partagez les mêmes référents culturels. Par exemple, actuellement, lorsque vous voyez une alliance, vous êtes tous capables d'interpréter que la personne qui la porte est mariée. Vous êtes capable de le faire parce que vous avez des références culturelles qui vous permettent de lire ce message symbolique. Et dans les sociétés traditionnelles, la manière de parer les corps a servi à transmettre des messages symboliques concernant le statut des individus, leur âge, leur statut marital, leur fonction dans les groupes, de manière ultra diversifiée. Et ces messages sont compréhensibles par des gens qui partagent une partie de ces référents culturels. Et lorsque vous n'êtes plus capable de lire ces codes à travers la manière dont sont parés les corps, c'est que vous n'êtes plus dans la même appartenance à ce groupe culturel. Et donc ça signale des différences culturelles entre les groupes. Et donc c'est exactement ça qu'on cherche à identifier lorsqu'on étudie les objets de parure des sociétés passées. Alors, je fais un petit début hors de l'Europe, parce que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe en Afrique, là où on a découvert les plus anciens objets de parure, pour bien comprendre par la suite quel est le particularisme de cette histoire évolutive qui se passe ensuite en Eurasie avec la dispersion des Homo sapiens. Donc en Afrique, les plus anciens objets de parure sont datés à 140 000 ans, et on les retrouve entre 140 000 ans et 70 000 ans sur des sites en Afrique du Nord et en Afrique du Sud principalement. Et vous voyez sur cette photo l'ensemble de la diversité des objets de parure que l'on connaît pour ces sites à cette période de la préhistoire en Afrique. C'est-à-dire que vous pouviez imaginer que à cette période, comme c'est le cas actuellement, la disponibilité des espèces de coquillages échoués sur les plages est énorme, comme actuellement. Et dans cette disponibilité, seules quelques espèces particulières ont été choisies pour être utilisées en objets de parure. Alors pourquoi on dit que ce sont des objets de parure? Justement parce qu'il y a cette sélection d'espèces très drastique
au milieu d'une potentielle diversité qui était disponible. Il y a des perforations sur ces coquillages, avec des études de microscopie à haute résolution. Nous sommes capables d'identifier que ces perforations ont été faites avec des outils. Il y a des traces d'usure, donc ces objets ont été suspendus, attachés sur des vêtements, suspendus sur les corps. On retrouve ces coquillages perforés sur des sites déjà à ces périodes localisés à plusieurs dizaines de kilomètres du trait de côte de l'époque, donc ce sont des coquillages qui ont circulé. Et il y a même eu des tentatives de chauffer ces coquillages, potentiellement pour en changer la couleur et les noircir. Ça, c'est ce qu'on sait pour ce qu'il se passe entre 142 000 ans et 70 000 ans. Il y a un petit trou chronologique, entre 70 et 55 000 ans, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais cela reflète un état de l'art. On n'a pas suffisamment de sites archéologiques pour documenter un peu ce qui se passe à ces périodes. Mais à partir de 55 000 ans, toujours en Afrique, donc là les sites que l'on connaît sont plutôt en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, vous voyez que la diversité des objets de parure change un peu, avec une autre sélection d'espèces de coquillages, mais pas très diversifiées, et l'apparition des premiers objets entièrement façonnés. Ce sont ces perles discoïdes, faites en coquilles d'œufs d'autruche ou en coquillages pour les périodes les plus récentes. Voilà pour le scénario africain. Alors, ces objets de parure ont été fabriqués par des Homo sapiens, qui portent encore anatomiquement des traits archaïques, mais c'est Homo sapiens déjà qui fait ces objets de parure. Alors avec des collègues, on a collaboré avec des neuroscientifiques pour essayer de discuter quel était le bagage cognitif impliqué dans le décodage des messages symboliques lorsque l'on lit un corps culturalisé avec des parures, et qu'est-ce que ça implique comme capacité cognitive chez l'homme. Donc pour ça, on a élaboré un petit protocole, enfin même un gros protocole, qui consistait à créer des parures fictives pour orner des visages de volontaires, qu'on a ornés avec des peintures et des parures totalement fictives, en essayant d'éviter tout référent culturel. Et on a photographié ces visages avec des manières de parer les visages plus ou moins complexes. Donc soit que des pigments, soit que des parures, des pigments et des parures assez simples, des pigments compliqués avec des parures compliquées, etc. pour diversifier. Là, c'est juste un échantillon des types de modifications qu'on a fait sur ces visages. Et ensuite, avec un autre échantillon de volontaires, on a créé un système pour que ces images de visages culturalisés, parés, puissent être transmis et visibles à l'intérieur d'un scanner. Et on a passé des volontaires à l'intérieur des scanners pour scanner leur cerveau, à qui on a demandé de faire des tâches qui les forçaient à lire les visages culturalisés et à les interpréter. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce qu'on leur demandait de faire dans le scanner, mais c'était juste pour activer le cerveau dans une tâche précise qui consistait à lire les visages culturalisés et pas à penser aux poulets frites du soir. Et ce que montrent les résultats, c'est que lorsque vous lisez un corps culturalisé, s'active tout un réseau de neurones qui sont en lien avec la détection des informations pertinentes, les capacités de mémorisation et d'association d'informations, et la manière le langage et la manière d'interpréter et de comprendre le langage. Donc dès 140 000 ans, on a au moins une partie de ces capacités cognitives qui sont développées chez l'Homo sapiens, de par au moins les indices que nous avons à travers les objets de parure. Alors, voilà un peu cette longue histoire, entre 142 000 ans et 55 000 ans. Mais en Europe, l'histoire est tout autre. Donc, ce que l'on sait des sociétés néandertaliennes, avant l'arrivée des premiers groupes Homo sapiens en Europe, il y a quelques indices d'objets dans les sites archéologiques qui ont été interprétés comme des objets de parure. Donc, dans le cas des néandertaliens, il s'agit de coquillages naturellement perforés, collectés sur les plages et ramenés à l'intérieur des sites. Naturellement perforés parce que si vous ramassez des bivalves, des coques, des palourdes sur le bord de la plage, vous verrez que très souvent, en fait, il y a déjà une perforation qui résulte soit de la prédation du coquillage par des mollusques perforateurs, soit de l'usure des coquillages avec les vagues sur le sable ressac. Donc vous pouvez trouver des coquillages avec des trous et les ramener. C'est ce qu'ont fait les néandertaliens. Il y a aussi des preuves d'exploitation des griffes de grands rapaces et des stries de découpe sur des os d'ailes d'oiseaux qui attestent de l'exploitation des plumes. Et ça, ce sont les indices que l'on connaît pour les néandertaliens.
Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce registre archéologique est très dilué et fragmenté dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que des coquillages avec des perforations naturelles ramenés sur des sites de Néandertaliens, en fait, on connaît que 3 sites répartis en Italie et en Espagne. Les preuves d'exploitation des griffes de grands rapaces, en fait, c'est une dizaine de sites, datés entre 100 000 ans et 45 000 ans, répartis entre la France et l'Italie. Et pareil, l'exploitation des plumes, c'est quelques sites datés entre 130 000 ans et 50 000 ans, en Italie, en Espagne, en France. Mais voilà, tout ça, c'est un registre très fragmenté, très dilué dans le temps et dans l'espace, et donc ça donne l'impression que ce comportement a pu exister chez l'homme de Néandertal, mais il n'était pas partagé par tous les groupes néandertaliens, il n'a pas été permanent dans le temps et dans l'espace, et ça donne l'impression que une hypothèse, c'est que ce comportement a existé, mais n'a pas été consolidé au sein des groupes néandertaliens. Et le scénario change encore à partir de 45 000 ans. Donc depuis aujourd'hui, on a largement discuté que c'est la période à laquelle arrivent les premiers indices d'occupation des Homo sapiens en Europe, alors que les groupes néandertaliens sont toujours présents. Et là, vous voyez que déjà, les objets de parure se retrouvent de manière beaucoup plus fréquente sur les sites archéologiques, en abondance sur les sites archéologiques, et vous voyez sur cette photo que les matériaux pour faire les objets de parure sont complètement différents de ce qui était documenté précédemment en Afrique et de ce qui est documenté au sein des sociétés néandertaliennes. Et vous voyez que c'est une diversité de matériaux, des objets de parure en pierre, en coquillage, en os, en dents animales, etc., qui donnent des objets de forme et de couleur extrêmement diversifiés. Alors toute la question qui a beaucoup orienté les recherches ces dernières années était de savoir évidemment ces sites datés autour de 45 000, 42 000 ans qui ont livré des objets de parure, est-ce que ces objets de parure ont été faits par Homo sapiens ou ont été faits par les Néandertaliens? Donc ces objets de parure sont trouvés dans des unités stratigraphiques qui ont livré ces fameuses industries dites de transition en Europe de l'Ouest. Donc vous avez l'exemple à droite des industries dites de transition ulusiennes qu'on trouve plutôt dans le bassin méditerranéen, où les objets de parure sont faits sur une diversité de coquillages méditerranéens. Et ici, vous avez l'exemple du niveau châtel-péronnien de Arcilly-sur-Cure, où vous voyez que voilà, tous ces objets très diversifiés, plutôt en matière dure animale. Alors évidemment, savoir qui a fait quoi est toujours débattu, hein, vous l'avez compris, après la présentation de Juliette, de Marie, et tout au long des discussions de la journée. Et bon, là, j'ai mis quelques exemples d'articles où le sujet est largement débattu, mais enfin, j'aurais pu en rajouter des couches et des couches jusqu'à des articles qui ont été publiés il y a encore 6 mois, et le débat n'est pas résolu. Le débat n'est pas résolu parce que, justement, les sites qui ont été fouillés n'ont soit pas livré de restes humains, soit ont livré des restes humains dans des contextes stratigraphiques complexes. C'est normal, hein, 40 000 ans d'histoire de sédiments, c'est très complexe à interpréter. Et surtout des sites souvent anciennement fouillés, avec des méthodes de fouille qui ne donnent pas la précision de la disposition spatiale des objets que l'on peut avoir avec des méthodes modernes actuellement. D'où l'intérêt d'essayer d'explorer ces questions en s'intéressant à des fouilles modernes qui permettent de préciser un peu l'attribution et la position de ces objets sur les sites archéologiques. Alors, on a quand même quelques indices, et c'est jusqu'à présent le seul site qui a délivré des objets de parure datés autour de 45-42 000 ans, clairement associés avec des restes humains, c'est Bachokiro. Et ces objets de parure, on vous l'a présenté ce matin, sont associés à des vestiges d'Homo sapiens. Ça, c'est une certitude qu'on a pour le site de Bachokiro. Maintenant, récemment, nous avons des nouveaux éléments pour parler de ces objets et de ces types de production qui existent autour de 45-42 000 ans. C'est le site de Saint-Césaire, la Roche-à-Pierrot. Alors ce site est connu puisque des vestiges néandertaliens avaient été attribués à un niveau châtel-péronnien dans des anciennes études et des anciennes fouilles, mais une reprise de l'ensemble des vestiges et des positions spatiales des objets tend plutôt maintenant à exclure que ces vestiges néandertaliens étaient associés à cette industrie dite de transition en Europe de l'Ouest, le châtel-péronnien. Mais on a refouillé ce site récemment et on a acquis de nouvelles données spatiales de terrain très précises.
Pour le dire tout de suite, les nouvelles fouilles n'ont pas livré de restes humains, donc nous n'avons toujours pas plus d'indices pour savoir qui a fait ce châtel-péronnien. Mais en revanche, maintenant, sur ce site, on a une association claire entre une industrie de châtel-péronnien bien caractérisée, des pigments rouges et des coquillages. Et l'étude de ces coquillages a montré plusieurs choses. Donc, ces châtels-péroniens utilisent une seule espèce de coquillage pour faire leur parure. C'est ces espèces de bigorneaux très colorés que vous voyez en haut de l'image. Et le trait de côte, il y a 42 000 ans, n'était pas celui actuellement. Et en fait, le trait de côte était localisé à plus de 200 km du site, qui est en Charente-Maritime. Ça veut dire que le territoire d'approvisionnement des coquillages de ces châtels-péroniens s'étendait à plus de 200 km du site pour acquérir ces coquillages. Et surtout, ces coquillages en fait, ont été introduits sur le site non modifiés et la fabrication des parures a été faite à Saint-Césaire. C'est le plus vieil atelier de fabrication d'objets de parure que l'on connaît en Europe de l'Ouest. Ils ont sélectionné spécifiquement ces coquillages, ces espèces de bigorneaux, et c'est aussi la seule espèce atlantique qui a une si forte variabilité de couleurs intraspécifiques. Et vous pouvez imaginer que le choix de cette espèce en particulier, même si tous les coquillages ont la même forme, la multiplicité des couleurs que vous voyez sur ces photos a pu permettre... Alors, la photo avec les couleurs, ça, c'est les coquillages modernes qui me servent de référence. Ce qu'on retrouve sur les sites, c'est des coquillages tout blancs parce qu'il y a 40 000 ans d'altération qui fait qu'on ne voit plus la couleur actuellement. Mais il faut imaginer que lorsque ces coquillages ont été collectés, ils étaient probablement colorés, et peut-être qu'il y a eu des choix de couleurs qui permettaient de démultiplier les messages symboliques avec des séquences de couleurs, 3 coquillages jaunes, un coquillage noir, 2 coquillages blancs, et qui permettaient comme ça de complexifier la parure portée par ces gens-là. Si l'on fait une petite synthèse régionale à l'échelle de l'Europe, à cette période-là, les sites qui ont livré des objets de parure, on observe que les sites dits de transition où des objets de parure ont été documentés, les sites localisés en Méditerranée livrent des objets de parure en coquillage, et les sites localisés plutôt en Europe centrale ou dans le nord de l'Europe livrent des objets de parure en matière dure animale, des dents ou des os principalement. Donc Saint-Césaire, qui est plutôt au nord mais près de l'Atlantique, fait un peu office d'ovni au milieu de tout ça avec l'utilisation de coquillages dans une zone où, au sein du châtel-péronnien, on s'attendrait plutôt à trouver des objets de parure en matière dure animale, coquillages ou dents, ce qui n'est pas le cas. Donc ça nous amène à plusieurs hypothèses auxquelles on n'est pas encore capable de répondre actuellement, c'est-à-dire que si ces objets sont faits par des Homo sapiens, est-ce que, on est en présence d'une pratique symbolique assez pionnière dans cette région-là, et finalement, est-ce que c'est sous influence de groupes méditerranéens qui utilisent déjà les coquillages pour faire leurs objets de parure, et avec une adaptation locale, parce que là, ce sont des objets atlantiques. Ou alors, si c'est fait par des Néandertaliens, est-ce que c'est une innovation qui suggeste un stimulus avec l'arrivée des Homo sapiens et qui stimule un peu pour de l'innovation qu'on n'avait encore jamais documentée chez les hommes de Néandertal? Et ça nous arrive à conclure de manière assez générale que quel que soit le scénario, on est dans un contexte d'interaction où des gens ont pu se côtoyer, où des gens ont pu se rencontrer, et qui a été fertile pour de nouvelles innovations concernant la manière de se signaler individuellement et culturellement, parce que des groupes différents ont pu se rencontrer sur un même territoire. Ça, c'est pour cette partie-là des fouilles récentes que l'on a dans cette région. Mais on a pu mener un travail équivalent avec l'équipe qui travaille en Mongolie, dans la vallée de Tolbor, qui a été évoquée ce matin. Et sur le site de Tolbor 21, donc dirigé par Nicolas Vince et des collègues, a été découvert plusieurs objets de parure, dont cet objet qui vous a été présenté ce matin, donc daté autour de 42 000 ans, qui est un objet qui est un pendentif en forme de phallus. Alors, ce pendentif est réalisé dans une roche noire qui est totalement exogène au site. Elle vient de gisements localisés à plus de 500 km du site. Et on a pu mener des analyses microscopiques pour reconstituer le degré d'usure des objets, la manière dont les outils ont transformé cet objet. Alors, l'objet est un peu cassé. Donc, le phallus est un peu moche, on va dire, mais il faut l'imaginer complet. Et surtout, vous voyez qu'il y a une modification en fait, qui signale le sillon entre le corps du phallus et l'extrémité et le méa urinaire. Et en fait, cette interprétation, elle repose sur un référentiel
et notamment un référentiel d'objets archéologiques et d'objets paléolithiques pour des périodes plus récentes, que vous voyez ici figurer, qui représentent des objets en pierre ou en bois de cervidés, qui sont tous interprétés dans la littérature comme des représentations phalliques. Et vous voyez que c'est exactement la même chose qui est représentée, avec le sillon qui sépare le corps du pénis et l'extrémité, et le méa urinaire. Et donc cette représentation phallique est la plus ancienne du registre paléolithique, et cette innovation symbolique, comme l'a montré Nicolas ce matin, dans cette région de Mongolie, c'est une région aussi où se sont dispersés des Homo sapiens, mais aussi des Denisoviens et aussi des Néandertaliens. Alors on n'a pas de preuve de contact bien sûr sur ce site-là, et on ne sait même pas finalement quel est le groupe qui a vraiment fait ces industries, qui a vraiment fait ce pendentif. Mais une fois de plus, on se retrouve dans un scénario, dans un contexte chronologique et géographique, où il y a eu de potentielles rencontres entre différentes communautés et différents groupes. Et là aussi, nous arrivons à la conclusion que ce sont ces rencontres potentielles qui ont complètement généré de l'innovation dans la manière de se reconnaître, de s'identifier et de se signaler. Et là encore, à peu près à cette période, je vous présente une synthèse toujours en cours de construction. Alors là, c'est une vision assez large et encore imprécise, mais on voit se dessiner très rapidement des différenciations régionales, comme vous l'avez vu pour l'Europe de l'Ouest, entre la Méditerranée et le nord de l'Europe concernant le choix des matériaux utilisés pour faire les objets de parure. Bien, dans cette région-là, c'est pareil. Et en fait, plutôt à l'est, les sites de cette grande période, c'est une chronologie assez large, les objets de parure sont divers, mais dominés par l'utilisation des coquilles d'œufs d'autruche pour faire des petites perles discoïdes. La région centrale, la préférence, c'est pour les roches tendres, comme celle sur le quoi a été fait le phallus. Et puis, plus à l'ouest, c'est plutôt la matière dure animale, les dents et les os. Et donc, cette régionalisation des pratiques, qui arrive très très tôt dans cette dispersion de l'Homo sapiens en Eurasie, en fait, c'est quelque chose qui est maintenu plus tardivement dans les périodes qui succèdent à ça. Notamment quand on passe à 40 000 ans. Donc là, on arrive à les périodes aurignaciennes, c'est-à-dire là aux Homo sapiens qui ont laissé la descendance de peuplement pour après tout le reste du paléolithique supérieur. Et là, il y a encore un accroissement de la diversité des objets de parure enregistrés sur les sites archéologiques. Et ces objets de parure deviennent encore plus systématiques, plus nombreux sur tous les sites archéologiques. Et donc, avec des collègues, on a travaillé à une base de données européenne pour voir quelles étaient les associations de types de parures que l'on pouvait trouver sur les sites archéologiques et est-ce qu'on voyait des différences régionales. Et vous voyez la carte qui est là-bas en haut. Donc cette base de données, on a mené des analyses statistiques pour voir quelles étaient les associations de types de parures et comment ils étaient représentés géographiquement. Et vous voyez que la régionalisation est encore plus complexe, avec des associations d'objets qui sont différentes, vous voyez, entre l'est de la péninsule ibérique, la région pyrénéenne, la France, l'Italie, l'Europe centrale, le nord de l'Europe, etc. Donc on voit une géographie culturelle se dessiner autour de 35 000 ans qui montre qu'il y a des groupes culturels qui se signalent les uns par rapport aux autres de manière totalement différente dans la manière de décorer leurs vêtements et de parer leur corps. Et ça, c'est quelque chose encore qui se complexifie et qui perdure sur la période d'après, qu'on appelle le Gravétien, autour de 31 000 ans. Et on voit déjà qu'entre l'Aurignacien, autour de 40 000 ans, et puis 31 000 ans, il y a une reconfiguration de cette géographie culturelle. Donc il y a des objets de parure qui sont continus, toujours utilisés dans le temps, et dans de larges régions d'Europe, mais la manière d'associer ces objets de parure avec d'autres objets est complètement différente et se diversifie au cours de temps pour faire une régionalisation de pratiques encore plus complexe, avec des groupes dont les cultures, dans la manière de parer les corps, se diversifient et se complexifient. Et ce que l'on voit aussi entre les périodes, on a pu reconstituer les réseaux sociaux qui connectent les sites entre eux sur la base des types de parures partagés entre les sites archéologiques. Et on voit que ces réseaux sociaux tendent à... les connexions sont de plus en plus larges à travers l'Europe. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, on passe de réseaux sociaux relativement fragmentés sur les territoires à des réseaux sociaux de plus en plus étendus qui permettent des contacts et des échanges sur de plus en plus grandes échelles. Ça, c'est visible aussi, cette régionalisation des pratiques, lorsque l'on regarde les objets de parure déposés dans les sépultures paléolithiques. Donc le Gravétien c'est la période pour laquelle on commence à avoir les preuves des premières pratiques funéraires
qui attestent de l'enterrement des morts dans des sépultures individuelles. Et ces morts sont enterrés avec leurs parures. Et si on rentre dans une base de données l'ensemble des parures découvertes dans les sépultures de cette époque, en fait, on voit que les parures des sépultures en Europe centrale sont complètement différentes des parures des sépultures en Italie. Je vous dis ces deux régions parce que c'est là qu'on trouve les sépultures. On n'en trouve pas partout, c'est une pratique qui n'est pas généralisée et ça reste un document archéologique relativement rare. Mais tout ça pour vous dire que cette régionalisation de pratique est vraiment ancrée, et ancrée jusque dans la mort et les pratiques funéraires. Donc en fait, de toute cette longue histoire des objets de parure, concernant l'histoire eurasienne et de la dispersion d'Homo sapiens sur le territoire, voilà, il y a eu des dispersions multiples, il y a eu des rencontres avec des Néandertaliens, des Denisoviens, qui ont potentiellement été des rencontres culturelles et pas forcément toujours génétiques, au regard des nouvelles données génétiques, pour ce qu'on a au moins pour l'Europe de l'Ouest, ce qui a impliqué qu'il y a eu des sphères d'interaction qui se sont superposées entre les groupes, et donc la parure peut être vue comme une solution dans la manière de se signaler, justement pour permettre des reconnaissances entre individus, entre groupes culturels, lors d'interactions qui sont peut-être pas planifiées, qui peuvent arriver avec des individus ou des groupes, et donc il fallait une capacité à se reconnaître entre groupes distincts, mais aussi la capacité à faciliter la coopération dans des sociétés qui étaient relativement fragmentées sur un territoire. Et donc la genèse de ces comportements que l'on voit émerger dès le début de la dispersion d'Homo sapiens avec ces industries de transition où on voit les objets de parure et déjà une régionalisation des pratiques, c'est un peu le terreau qui a permis probablement la diffusion de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux groupes d'Homo sapiens et qui ont pu se disperser sur l'ensemble du territoire en Eurasie. Et je vous remercie.